Bonjour à tous, bienvenue sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Alors à propos d'avenir, justement, vous avez été très nombreux à me demander la suite de la vidéo que j'avais réalisée sur le thème de l'année 2021 et le thème d'Emmanuel Macron. Alors je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci beaucoup à tous pour ce que vous avez fait au sujet de cette vidéo. Maintenant, je voulais vous tenir au courant et pour l'instant, en tout cas, je ne souhaite pas donner une suite véritablement à cette vidéo parce que, pour deux grandes raisons. D'abord parce que nous approchons des élections présidentielles et je n'ai jamais fait et je ne pense pas que je ferai un jour de vidéo pronostic sur une élection aussi importante. Je pense que le destin de la France doit rester aux Français et que je n'ai rien à faire dans cette histoire de prévision. Aussi parce que le climat actuel est extrêmement explosif, tendu. Je le vois sur les commentaires, d'ailleurs sur certains commentaires qui dépassent parfois la pensée, certains qui sont agressifs, beaucoup de passions qui sont véhiculées, beaucoup de tensions également, beaucoup de pression, à la limite de la censure sur des chaînes amies. Je vois des chaînes qui sont obligées de fermer. Donc c'est un sujet très délicat et je ne souhaite pas aller vraiment l'aborder frontalement en tout cas. Et deuxième raison, parce que cette vidéo n'a pas encore délivré l'ensemble de son message. Si vous écoutez notamment les 10 dernières minutes de la vidéo, vous verrez que j'aborde en fait déjà le début de l'année 2022, les premiers mois de l'année 2022 jusqu'aux élections pratiquement. Et donc ce n'est pas fini. Ce qui n'est pas fini, c'est notamment le transit d'Uranus sur la Lune d'Emmanuel Macron, opposé à son Uranus natal. Également ce transit qui a lieu sur un axe Lune-Neptune sur le thème de Jean Castex. Donc ce transit, qui est le transit clé en fait de l'année 2021, début 2022, mi-2022 en fait, il a commencé hier, il a commencé en juillet. Donc en juillet, nous avons vu déjà le début d'un soulèvement, d'un mouvement populaire qui n'a peut-être pas été aussi fort qu'on pouvait l'escompter, mais il ne fait que commencer. Il y a quelque chose qui est en train de monter en pression, et donc quand on regarde les mois à venir, qui vont tout à fait dans le sens de cette vidéo et de ce que je dis dans cette vidéo, que je mets en lien en dessous d'ailleurs dans le descriptif, par exemple, vous verrez que la nouvelle lune du mois de novembre a lieu exactement sur cet axe Uranus-Lune, sur le thème d'Emmanuel Macron. Donc là, c'est certainement le début d'une intensification des tensions dans le pays, avec ce que j'ai appelé des insurrections, une montée d'un mouvement de révolte. Mais ça va être une intensification de ça. De même, quand on regarde les transits un peu plus loin, on trouve donc un encadrement Uranus carré Mars qui va faire donc deux passages en décembre et en février. Ça aussi, deux passages très rapprochés. Uranus carré Mars, c'est vraiment la révolte, la révolte du peuple. Avec au milieu, en janvier, une sorte de pic de tension avec Saturne carré Lune qui montre Saturne, vous savez, c'est ce qui enferme, et la Lune, c'est le peuple. Donc on a ici une intensification, c'est peut-être un confinement, peut-être à nouveau une période très difficile, parce que je sais que vous avez été meurtris, et je le sais parce que je le lis, mais parce que je le ressens aussi. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous ont été blessés, meurtris, durant ces mois et ces dernières années. Il y a quelque chose qui a été abîmé ici, entre notre pays et nous-mêmes. Et donc, c'est pas fini, parce qu'il y a encore cette période-là, avec, je dirais, un pic entre décembre et février, peut-être une passe particulièrement difficile en janvier. Mais de cela, il va arriver un renversement de certaines valeurs et sans doute aussi de certaines personnes. Donc ce transit uranien, tout ça pour vous dire, j'étais très long, je voulais faire ça en 5 minutes, mais ce transit n'est pas terminé. Au contraire, il est encore assez jeune, nous sommes que dans le premier tiers de ce transit, donc il faut attendre, il va durer jusqu'au mois de mai, donc jusqu'aux élections.
parce que les élections auront lieu le 24 avril, deuxième tour. Donc jusqu'au mois de mai, nous serons sous ce transit Uranus opposé Lune. Hein. Voilà, donc patience pour ceux qui espèrent une transformation, et puis voilà, ce sont des choses qui vont arriver. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis bien moi je vous tiendrai au courant parce que j'ai mon rôle d'astrologue à jouer bien sûr, et puis je sais cette blessure, je la ressens, ce qui a été abîmé, et donc bien sûr que je ne vais pas vous laisser sans nouvelles vidéos, mais en tout cas je ne vais pas aborder bien de front cette période, hein, de manière en tout cas trop déterministe ou matérialiste. Voilà, hein. Donc il y aura toujours des messages, il faudra être bien attentif. Et justement, aujourd'hui, ensemble, ce que je vous propose de regarder, c'est la planète Pluton. Alors vous savez que j'ai, au travers du solfège astrologique, j'ai étudié plusieurs positions planétaires, et là je vais regarder, donc nous allons regarder ensemble en tout cas, la planète Pluton, qui est très importante, mystérieuse, et donc on va faire un point ensemble, et vous allez voir qu'en fait, en regardant Pluton, donc si vous n'êtes pas un passionné d'astrologie ou un connaisseur d'astrologie, vous dites « Oh, encore des choses théoriques ». Non, non, non. Sur Astroscience, on fait très peu de théorie, il y a beaucoup de pratiques. Donc même si vous ne connaissez pas l'astrologie, ce que je vais vous dire au travers de Pluton, eh bien, en tout cas je l'espère, va eh bien, vous apporter des pistes de compréhension pour mieux comprendre en fait déjà Pluton elle-même et les forces de Pluton et comment elles agissent actuellement eh bien, dans notre société. Alors, je vais commencer par un petit historique, rappel, mais vous savez que l'historique chez moi, c'est pas un historique théorique, c'est toujours un historique pratique. Et donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, j'ai appelé ce premier chapitre les racines de Pluton. Hein, vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. Alors, Pluton, eh bien, c'est la 10e planète classique en astrologie. Bien sûr, vous allez me dire, ah mais c'est... non, il y en a moins. Oui, mais le Soleil est considéré comme une planète en astrologie. Hein. C'est le terme, le véritable terme, c'est une planète. En fait, bien sûr, en astronomie, c'est un astre, mais en astrologie, c'est une planète. Hein. Donc, Pluton, c'est la dernière planète, et donc la 10e des planètes classiques de notre système solaire. C'est une planète, donc c'est la plus éloignée du Soleil, et donc plus les planètes sont éloignées du Soleil, plus elles tournent lentement autour du Soleil, et donc aussi autour du zodiaque. Donc pour info, Pluton met 250 ans, 248 ans exactement, pour faire le tour du zodiaque. Ouais, c'est très très long, c'est une planète qui se déplace très lentement, elle va passer pratiquement 20 ans dans un signe. Et d'ailleurs, souvent, des personnes me disent « Mais pourquoi vous ne parlez pas de Pluton en Vierge ou de Pluton en Balance, etc. » Et pourquoi vous dites qu'elle est Pluton en maison 5 ? Parce qu'il est beaucoup plus important de dire dans un thème individuel « Pluton est en maison 5 », ça a plus de valeur, hein, que Pluton est dans le signe du Lion. Parce que, bien, pour toute une génération, pendant 20 ans, eh bien, Pluton va rester dans le signe du Lion, par exemple. Alors, Pluton, c'est la planète du Scorpion. Vous savez que le Scorpion, il a 2 maîtres. Un maître traditionnel, qui est Mars, et un maître moderne de 1930, hein, qui est Pluton. Donc aujourd'hui, Pluton eh bien, a pris le dessus sur Mars, en tout cas, dans le signe du Scorpion. Il y a il y a plus d'affinité, en tout cas, entre Pluton et le Scorpion qu'entre Mars et le Scorpion, mais nous y reviendrons un petit peu après. Alors, c'est une planète qui a été découverte en 1930 par un astronome qui s'appelait Clyde Tombaugh. Et vous allez voir qu'en fait c'est plusieurs clins d'œil de ce type. Il y a beaucoup de hasards, vous savez, les hasards en astrologie, les coïncidences. Hein. Alors, justement, Pluton, planète du Scorpion, signe qui représente la mort, et donc planète qui est imbibée de cette notion de mort, eh bien elle a été découverte par un homme qui s'appelle Tombaugh. Vous voyez, ça déjà, bien, moi ça m'interpelle. Vous voyez, la synchronicité des choses. Je m'appelle Tombaugh et je découvre l'existence d'une planète qui représente la mort en fait, hein, la mort en tant que passage. Et donc ce Clyde Tombaugh en fait a découvert Pluton, donc vraiment a photographié Pluton, c'est un petit point qui bouge sur des plaques photographiques en noir et blanc,
sur la base des travaux de Percival Lowell, qui était un mathématicien, astronome aussi amateur, qui avait remarqué que l'elliptique de Neptune, donc l'avant-dernière planète de notre système solaire, avait des irrégularités. Car elle ne faisait pas une écliptique parfaite, il y avait à certains moments des choses qui bougeaient. Et donc à chaque fois qu'on a ça en astronomie, c'est un indice qui nous oriente vers la présence d'une autre planète qui par gravité viendrait modifier un peu la course d'une autre planète. En l'occurrence, donc, Percival Lowell a dit il y a quelque chose d'autre. Et Clyde Tombaugh a découvert, donc, après la mort de Percival Lowell, a découvert vraiment, a photographié Pluton. Alors, il fallait donner un nom à cette planète. Et là aussi, c'est très très curieux. Je veux dire, c'est quand même, aujourd'hui, je ne sais pas si ça pourrait se produire. Normalement, c'est le chef de projet qui dit, voilà, j'ai découvert telle planète et je vais lui donner mon nom. Et puis là, ça s'est passé différemment. C'est une jeune fille qui était en Angleterre, alors que tout ça s'est fait aux États-Unis. Qui était en Angleterre, qui avait 11 ans et qui s'appelait Venetia Burney. À l'époque, elle avait 11 ans. Et une petite fille passionnée par l'astronomie, qui avait un grand-père justement astronome, et qui, elle, a dit à son grand-père, mais pourquoi on ne l'appellerait pas Pluton? Et le grand-père a trouvé ça très juste. Alors pourquoi? Eh bien, parce que Pluton, c'était le dieu des enfers chez les Romains. C'était aussi Hadès chez les Grecs, on va y revenir. Et donc elle a dit, c'est vrai que dans la mythologie, Pluton est très éloigné, c'est une planète inhospitalière, elle est toute froide, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière, elle est toute dense, c'est un roc, un rocher. Et du coup, pourquoi ne pas lui donner le nom des enfers de Pluton et d'Hadès? Et ça a tellement plu au grand-père qu'il a fait remonter cette information par ses canaux jusqu'aux États-Unis, et le chef de l'Observatoire des États-Unis a dit, mais oui, bingo, on l'appellera Pluton. Et donc on a appelé cette planète Pluton. Et il se trouve que donc, le sigle astronomique de Pluton, vous voyez, c'est celui-ci. Ça, c'est le sigle astronomique. Donc vous voyez, vous avez un P avec un L. Et en fait, ça, c'est quoi? Eh bien, ce sont à la fois les initiales de Percival Lowell, vous voyez, donc vraiment le mathématicien qui a le premier eu cette intuition qu'il y avait une autre planète, donc Percival Lowell, qu'on retrouve ici, mais c'est aussi PL, les deux premières lettres du nom de Pluton. Vous voyez, encore, c'est cette coïncidence incroyable. Alors, Pluton, justement, alors oui, Venetia Burney, moi ça me fait pas, c'est un peu la belle et la bête, vous voyez, c'est-à-dire Pluton c'est la bête, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est la planète du Scorpion. Et puis Venetia Burney, elle a 11 ans, j'imagine dans une robe blanche à l'époque en Angleterre, et puis qui propose ce nom, vous voyez, on a la petite fille qui donne la main à Pluton, hein, c'est beau, quoi. Mais c'est vraiment étrange aussi. Hein. Alors, Pluton, le dieu grec des enfers, le dieu romain des enfers, Pluton qui vient de Pluto, qui veut dire le Pluto, ça c'est le riche. Alors pourquoi le riche? Parce que c'est lui qui gère, qui a la maîtrise des enfers, c'est-à-dire du monde souterrain, des mondes souterrains. Et donc toutes les richesses de la terre, hein, mais qui sont inaccessibles, invisibles aux yeux des profanes. Donc le riche. Et puis Hadès, ça veut dire l'invisible. Et pourquoi il était invisible, Hadès? Donc c'est le même en fait. Hein. C'est le même. Là c'est grec et là c'est romain. Et pratiquement. Et Hadès, il avait cette particularité que il avait un casque, en peau de chien, que l'on appelait la cunée dans la mythologie, et qui le rendait invisible aux yeux aux autres dieux et aux mortels. Donc c'était un pouvoir, c'était un de ses attributs en fait, hein, un cadeau qui a été fait. Et donc il a la particularité d'être invisible. Et donc on retrouve donc avec la cunée, donc ce casque en peau de chien, la notion justement de chien. Et par la suite, le nom Pluto a été donné d'ailleurs par Walt Disney après à son fameux chien,
hein, dans le dessin animé avec Mickey, mais il y a eu beaucoup de chiens qui se sont appelés Pluto. Et en fait, Pluto est en rapport avec le chien. Pourquoi il est en rapport avec le chien? Parce qu'il est en rapport avec Hadès qui avait ce casque en peau de chien. Vous voyez encore ces affinités. Et en fait, Pluton, la planète, hein, et son sens astrologique intègre un peu tout cela en elle. Donc il y a cette notion-là. Alors on trouve différents sigles pour Pluton. Donc ça c'est le sigle astronomique à la base, mais c'est aussi celui que je préfère. Moi personnellement je ne sais pas pourquoi, mais en astrologie j'utilise celui-là. Parce que je trouve qu'il est... déjà il me rappelle toute cette histoire, et puis je trouve qu'il est différent des autres. Et Pluton est différent des autres planètes. Voilà. Et il y a quelque chose ici de brut, vous voyez, que j'aime bien et qui me parle davantage que les deux sigles officiels astrologiques, hein, pour le coup, bon, qui sont aussi parlants, enfin, surtout celui-là. Celui-là, il ne me parle pas plus que ça, hein, vous voyez, mais celui-ci, il me parle bien parce qu'en fait, on retrouve le volcan. Hein, vous voyez ici, vous avez un cratère. Et puis ici, vous avez un réservoir avec de la lave. Ça, ce sont les instincts de Pluton qui sont prêts à remonter à la surface et donc à rentrer en éruption. Mais vous voyez qu'il y a un seuil, hein, c'est barré. Voilà, parce qu'il y a quelque chose un verrou qui doit sauter avant que ça puisse se manifester. Donc c'est aussi explosif. Donc là, on a le côté instinctif et rebelle de Pluton. Donc celui-ci, par exemple, il est utilisé par Hadès dans ses livres. Donc tout à fait. Après, c'est votre sensibilité propre. Normalement, vous devriez utiliser celui-ci. Ou celui-là. Mais si vous êtes comme moi, vous allez préférer utiliser celui-là. Tout dépend. Hein, tout dépend. Alors, il est important de regarder aussi, toujours, pour comprendre une planète, il faut regarder le moment de sa découverte. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, elle intègre les énergies présentes dans le monde, et notamment dans l'humanité, c'est-à-dire l'état de conscience de l'humanité à ce moment-là. Donc, ça encore, c'est de la synchronicité. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une conséquence? Est-ce que parce que je découvre Pluton en 1930, alors elle intègre la conscience de l'humanité à ce moment-là? Ou est-ce qu'on découvre Pluton en 1930 justement parce que la conscience de l'humanité est prête à aborder ces énergies plutoniennes? Les deux sont vrais, en fait. C'est ça qui est... C'est-à-dire qu'on aimerait toujours choisir, c'est où est la cause, où est la conséquence. Et en fait, en astrologie, avec la synchronicité, il n'y a pas de cause et de conséquence. C'est la même chose. Vous voyez? C'est la même chose. Donc par exemple, si on regarde Uranus, une planète donc avant, hein, Pluton, qui a été découverte en 1781, donc là on est à la fin, donc Uranus, planète du Verseau, inventivité, innovation, rébellion, révolte, bon. Nous sommes à la fin, 1781, la fin de la période des Lumières, beaucoup d'inventions, l'encyclopédie, la pensée scientifique, mais aussi la Révolution française qui arrivera juste après, en 1789. Donc, vous voyez comment Uranus intègre ces énergies. Neptune, la planète suivante, 1846 ou 48, 48 je crois, 1848, bon. Qu'est-ce que c'était à l'époque? Bien, c'était des années très spirituelles. Il y avait une recherche spirituelle à ce moment-là, très importante. Il y avait beaucoup de découvertes aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'inspiration. Mais aussi, c'était le courant du spiritisme, l'hypnose, hein, qui commençait vraiment... Enfin, c'était l'essor de l'hypnose à ce moment-là. Donc tout ce qui relève de l'esprit, du subconscient, vous voyez, de l'au-delà. Et puis, il y avait aussi beaucoup d'idéologie, hein, l'idéal neptunien, le communisme qui est rattaché directement à Neptune. Pareil, c'est 1848, le manifeste du communisme, le traité de la pensée communiste, hein, 1848, dans ces eaux-là. Donc vous voyez, chaque planète intègre les énergies et la conscience de l'humanité à ce moment-là. Alors, en 1930, qu'est-ce qui se passait dans le monde en 1930 ? Bien sûr, c'est la montée du nazisme. C'est ça qui était en train de monter. Hein. 1933, Adolf Hitler devient chancelier de l'Allemagne nazie. Donc c'est ça qui se plaçait à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai souligné le prénom
Adolf Hitler. Pourquoi? Parce que, alors, dans l'étymologie germanique, en fait, Adolf, c'est la contraction de deux mots. L'un qui veut dire noble, et l'autre qui veut dire Wolf, qui veut dire le loup. Donc c'est le loup noble, en fait, dans le prénom. Et en fait, Hitler avait pour pseudonyme, il avait, avant d'arriver chancelier, et même après, parce que ses proches avaient conservé pour lui ce pseudonyme, il se faisait appeler Wolf, plutôt que Adolf. Or, Wolf, c'est le loup. Donc, quelque part, c'est le chien aussi. Vous voyez? Et donc, il y a un lien très fort ici, enfin que moi je perçois, en tout cas je ne sais pas vous, mais il y a un lien ici entre Adolf et à nouveau Hadès et Pluton et le chien. Donc c'est la montée aussi de ces forces du nazisme en 1930. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous donne le sens, les caractéristiques de Pluton. Déjà, nous sommes dans la préparation de la Seconde Guerre mondiale qui va être une véritable entreprise de mort. Et donc on retrouve la notion de mort que nous avions déjà perçue, parce que nous savions de la maîtrise de Pluton du signe du Scorpion. Donc on retrouve la mort, c'est la préparation à une boucherie de masse en fait, à une extermination mondiale de masse. Deuxième caractéristique de Pluton, c'est l'accaparement d'un pouvoir. L'accaparement d'un pouvoir, donc de la montée de l'Allemagne nazie, la prise de pouvoir de l'Allemagne, et après la tentative de domination du monde. Donc c'est l'accaparement d'un pouvoir et le désir de dominer. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve directement dans 1930. Et puis, il y a cette notion d'invisibilité. Alors, pourquoi? On peut regarder mille et une choses, mais on peut regarder, c'est vrai que dans l'histoire, aujourd'hui, on n'est pas vraiment féru d'histoire, et je ne le suis pas spécialement, mais on a toujours tendance à dire, voilà, Hitler c'était un dictateur, donc un dictateur, il a pris le pouvoir comme un dictateur, quoi. Vous voyez? Pas du tout, en fait. En fait, non. Il a été nommé chancelier, mais sur la base, finalement, d'un processus, qu'on le veuille ou non, mais sur la base d'un processus relativement démocratique. C'est-à-dire qu'il n'a pas violé les institutions pour prendre le pouvoir. Il n'a pas fait un coup d'État, il n'a pas fait un putsch. Non, il a été nommé chancelier sur la base du fait qu'il était le représentant du parti dominant à l'époque. Et quand il a pris le pouvoir, en fait, il a été nommé donc par le président du Reich à l'époque, du Reich allemand. En fait, le président et ses collaborateurs disaient bon, on va le manipuler, enfin, on va le contrôler, et puis on va s'en servir. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire que quand Hitler a été chancelier, il a véritablement ensuite vraiment pris le pouvoir. Et du coup, si vous voulez, qu'est-ce qu'on retient de ça? Eh bien, qu'on ne voit pas arriver Pluton. On ne le voit pas arriver. Pourquoi? Pourquoi on ne le voit pas arriver? Pourquoi on ne voit pas arriver le chien ou le loup, ici, qui monte? Parce que il a un casque en peau de chien qui le rend invisible. Et donc, on ne le voit pas. Et on a beau être attentif, on a beau se forcer à être attentif, on ne le voit pas. Et il arrive et il prend le pouvoir. Oui. Donc ça, c'est une autre caractéristique de Pluton, et on va voir comment exactement ce mécanisme se déroule, se met en place. Donc voilà, pour ce premier chapitre, c'est une introduction. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Nous allons regarder ensemble donc, les mots de Pluton. A tout de suite. Nous voici maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous pensiez que la théorie de Pluton n'allait pas vous parler d'actualité? Vous risquez d'être surpris. Alors, nous allons regarder dans cette deuxième partie les mots M-O-T-S, mais j'aurais pu aussi les appeler les mots M-A-U-X, finalement, de Pluton. Alors, quand je parle de mots, c'est-à-dire de mots-clés d'une planète, eh bien sûr, je ne peux pas ne pas vous parler du solfège astrologique. C'est ce jeu de cartes que j'ai développé, que j'ai mis au point et qui se trouve donc disponible sur la partie boutique de mon site internet.
vous trouverez à l'intérieur, donc c'était un paquet très épais, hein, il y a 120 cartes qui correspondent donc chacune eh bien, aux 120 positions des planètes dans les signes. Et à chaque fois, eh bien, pour chaque position planétaire sur les cartes, eh bien, vous allez retrouver les différents mots-clés des planètes, hein, donc les mots-clés de Pluton et puis les mots-clés du Verseau. Comment ça fonctionne? Eh bien, à chaque fois, on utilise donc, avec ce solfège astrologique, donc on utilise les noms qui sont associés donc, aux caractéristiques des planètes, donc ce sont des noms, et qui vont être modifiés par les adjectifs en fait, du signe. Donc c'est particulièrement utile pour la pratique de l'astrologie, que vous soyez débutant, vous allez gagner beaucoup de temps avec le solfège astrologique, je vous garantis, parce que vous allez avoir tout de suite un vocabulaire qui va se mettre en place, et surtout vous allez pouvoir donc créer des associations de mots pour former des expressions clés entre les noms des planètes et les adjectifs des signes. Donc par exemple, bien ici vous avez, pour Pluton, vous avez la rébellion, et puis dans le signe du Verseau, social. C'est-à-dire le mot social correspond au signe du Verseau. Et puis Pluton, bien, la rébellion fait partie de l'ADN de Pluton. Donc vous avez rébellion sociale. Et vous pouvez mélanger les mots pour former bien, autant d'expressions de manière créative hein, que vous le souhaitez. Alors justement, on pourrait regarder... Alors Pluton se trouve dans le signe du Capricorne en ce moment. Et comment je le sais? Et je le sais parce que, en fait, Pluton va passer sur l'ascendant hein, d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire à la fin du signe du Capricorne. Donc il va passer sur l'ascendant d'Emmanuel Macron en 2023. Alors j'ai plusieurs messages d'ailleurs qui me disent « mais vous savez qu'il a Pluton sur l'ascendant, etc. » Alors, quand on regarde le thème comme ça, on se dit « ah oui, il a Pluton sur l'ascendant », mais vous savez, je vous ai expliqué, Pluton est une planète très lente. Donc elle peut s'approcher très près d'un point, mais ne pas franchir ce point, revenir en arrière. Elle revient très souvent en arrière. Hein. Elle est pratiquement plus d'un tiers de son temps, près de 40% rétrograde. Donc en fait, elle est très proche. Pluton est très proche de l'ascendant d'Emmanuel Macron actuellement, mais il n'est pas encore techniquement sur l'ascendant. Je ferai d'ailleurs une vidéo, pas sur vraiment cette position sur le thème d'Emmanuel Macron, mais sur c'est cette notion de transit. Et tout ça pour vous dire que Pluton passera dans le signe du Capricorne sur l'ascendant d'Emmanuel Macron en 2023. Ok, alors eh bien justement on peut chercher, d'ailleurs c'était pas prévu, on peut chercher Pluton. Voilà, donc Pluton dans le signe du Capricorne pour voir ce que le solfège astrologique a à nous dire hein, au sujet de ça. Alors, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je vais vous lire au fur et à mesure. Hein. Je le découvre en même temps que vous. Hein. Alors, pouvoir politique. Tiens, bah, ça tombe bien, pouvoir politique. Mutation structurelle. Focalisation professionnelle. Hein, focaliser, ça c'est Pluton. Rénovation administrative. Despotisme hiérarchique. Pollution industrielle. Et après, on mélange. Alors, je vais mélanger au hasard. Despotisme politique. Tiens. Focalisation administrative. Pollution administrative. Tiens, intéressant ça. Mutation industrielle, mutation administrative. Ouais. Pouvoir administratif. Ouais. Il y a plusieurs choses, hein, on peut creuser. Hein. Voilà. Donc, c'est très utile. Voyez. Ne serait-ce que par les couleurs aussi, ça va vous parler. Vous voyez, Pluton, hein, ce sigle. Voyez. Voilà. Bien. Alors, ayant dit cela, je vous propose une autre approche. Cette fois, pas spécialement concentrée sur le solfège. Simplement, je voulais vous montrer qu'il y a des planètes qui me semblent en affinité avec certaines lettres. Par exemple, Saturne, eh bien, elle est en lien, pour moi, hein, ce que je ressens, avec la lettre R. Et c'est peut-être pas anodin, puisque vous voyez, quand je fais le sigle de Saturne ici, là, j'ai un R ici. Vous voyez ?
Et donc avec Saturne, on va trouver par exemple tout ce qui est rétrécissement, des retards, des ralentissements. Vous voyez, hein, tout ça est assez en rapport avec Saturne. Pour Pluton, eh bien, Pluton est en rapport avec la lettre P. Et c'est pas anodin, hein, c'est pas parce que bien, on retrouve dans son signe, évidemment, Pluton, maintenant vous connaissez par cœur. Donc Pluton en rapport avec la lettre P, et donc nous allons essayer de sortir les mots-clés de Pluton à partir de cette lettre P. Alors ça tombe bien, le solfège nous a mis sur la voie tout à l'heure, vous savez, pouvoir politique. Donc c'est parti. Pouvoir politique. Hein. Je reprends les mots du solfège. Vous voyez qu'ils commencent tous les deux par un P. Ça donne le ton. Pouvoir politique. On a vu tout à l'heure avec le nazisme, hein, comment l'accaparement d'un pouvoir se faisait. Pouvoir politique. Tiens, pourri, profit. Oui, alors c'est ça. Pourquoi profit? Parce que accaparement d'un pouvoir pour en profiter. Pour avoir des profits. Pourquoi pourri? Parce que qu'est-ce que ça signifie vraiment ici? Bien sûr, c'est symbolique. Hein. Pourquoi? Parce que quand le pouvoir est utilisé pour des fins constructives, donc on peut se l'accaparer pendant un temps modéré, à condition que ce soit pour être redistribué et pour construire des choses. Mais à partir du moment où la finalité est l'accaparement d'un pouvoir, et seulement cela, et toujours plus de pouvoir, alors il y a quelque chose qui est corrompu à l'intérieur. Et corrompu, c'est retraduit en langage plutonien, veut dire pourri. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui, parce que je cherche le pouvoir pour le pouvoir, pourrit à l'intérieur de moi, m'abîme de l'intérieur. Hein, oui. Et on va retrouver aussi donc la plutocratie. Alors, vous savez, plutôt le riche. Hein, le riche parce qu'il y a des ressources minières, par exemple, hein, cachées au fond de la terre, dans les profondeurs. Hein. Je ne l'ai pas mis, mais profondeur, c'est là, également. Plutocratie. Et donc, plutocratie, c'est un régime qui favorise les riches, en fait, hein, plutocratie, qui est basée sur la richesse. C'est la richesse qui définit le pouvoir et les libertés des citoyens. Ça, c'est la plutocratie. Oui. Donc, Pluton qui prend le pouvoir quelque part, toujours pareil de manière masquée, etc., il va instaurer derrière souvent une plutocratie. Mais en France, nous n'en sommes pas loin. Hein. Donc si vous n'êtes pas riche ou si vous n'avez pas des connexions avec ces personnes riches, bien sûr, vous pouvez avoir les meilleures idées du monde pour faire progresser le pays ou la société, jamais vous ne serez élu. Donc on est déjà, quand on regarde le financement des campagnes des précédents présidents, on voit bien que l'argent, en fait, plus que jamais, a été le nerf de la guerre, finalement a pris tellement de place qu'il est prépondérant par rapport au choix purement démocratique des citoyens. Alors, sans le P, mais on va retrouver, ou plutôt au milieu du mot, des mots comme despotisme, hein, ou oppression avec 2 P, ici, hein, qui sont aussi liés à cette notion de plutocratie. On va retrouver également la prédation, hein, le prédateur, comme le loup précédemment était le prédateur. Mais prédateur, ça veut dire aussi prendre. Hein, c'est-à-dire je prends les richesses de la terre, je prends les richesses de certaines personnes, je me saisis de ces richesses. Prédateurs, ceux qui prennent, comme disent les Indiens. Vous savez, les Indiens qui parlaient des Blancs disaient ceux qui prennent, ils les appelaient ceux qui prennent, c'est-à-dire les prédateurs. Le pétrole, la prédation qui aussi induit des différences de classe entre les prédateurs et les proies. Vous voyez, proie, c'est aussi un mot plutonien, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire la domination des prédateurs sur la proie. C'est pareil, hein, vous voyez, P. Le pétrole, c'est un pouvoir des profondeurs. Vous voyez, pouvoir des profondeurs. Le pétrole, 3 fois P. Si j'ai le pétrole, j'ai le pouvoir. La pollution P. Pollution engendrée pour aller chercher les richesses cachées dans la terre. Mais la pollution, aussi la pollution générale, la pollution de l'humain, qu'on va mettre en avant, pour pouvoir utiliser ceci comme un levier, un pouvoir
Un pouvoir pour punir, pour priver, la privation. Ouais. On va punir ces personnes parce qu'elles sont polluantes. Une maison individuelle est polluante. Ah, c'est pas bien. Une piscine est polluante. Pas bien non plus. Mais les manifestations sont polluantes. Ça pollue la plutocratie. De même que des fake news, par exemple. Voilà, ça, c'est de la pollution. Aujourd'hui, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, les fake news sont des pollutions. Et donc, ce sont des moyens utilisés, des leviers utilisés par Pluton, qui va donc capter ce pouvoir pour durcir une punition. On va vous punir. Voyez, et on va donc aussi priver. On va vous priver de liberté. On va restreindre des libertés, des droits. Privation. Alors comment? On va utiliser des pressions. Pression, ça c'est un mot typiquement plutonien. C'est que dans une relation de couple, quand on voit des transits plutoniens dissonants, on trouve souvent des pressions psychologiques. Donc des pressions psychologiques entre les partenaires. Bon, mais ça s'applique dans un couple, ça s'applique à l'échelle d'un État, d'un pays, du monde, enfin, pression psychologique. Psychologique. Oui. Pourquoi? Parce que investigation en profondeur de l'esprit, par Pluton, au cœur des choses. Cœur des choses. Et puis on va jouer sur les peurs, bien sûr, peur. Comment ça se fait qu'on n'a pas vu le mot peur? Peur, Pluton, peur, pollution, punition, privation. On retrouve ça. On utilise la peur pour asseoir, pour intensifier son pouvoir. Et puis, grâce à ça, Pluton va pouvoir proliférer. Ou il va, au contraire, contrer la prolifération d'autres mouvements qui vont venir contester son pouvoir. Donc, les peurs sont utilisées pour limiter la prolifération ou pour favoriser la prolifération de Pluton. Prolifération qu'on va trouver, par exemple, dans le cancer. Le cancer, pas le signe du cancer, pour le coup, la maladie, le cancer, est une maladie typiquement plutonienne. On trouve associé donc la prolifération des cellules cancéreuses, par exemple. Ça, c'est les métastases. Voilà, ça, c'est la prolifération. Et donc, en utilisant les pressions, la psychologie, la peur, on va chercher une purification. Voilà, ça, c'est un des mots-clés très importants de Pluton. Vous savez que Pluton, on l'appelle aussi le grand purificateur de la chaîne planétaire. C'est le grand purificateur. C'est parce qu'il va y avoir du désordre, du chaos, donc de la pollution, qu'il va y avoir ensuite un mécanisme de purification. Voilà. Donc le but de Pluton, c'est aussi de purifier, mais sous-entendu de purifier pour favoriser la plutocratie, pour favoriser un pouvoir politique, qui est proche du despotisme. Ça, c'est le sens même de Pluton. Alors, vous voyez qu'on a appris pas mal de choses, et c'est une façon détournée de rentrer dans le langage plutonien, donc en utilisant la lettre P. Donc pour vos prochaines interprétations, si vous êtes des astrologues en herbe, pensez Pluton, lettre P, et vous pouvez aussi penser, je ferai une autre vidéo là-dessus sur Saturne avec la lettre R. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur les mots de Pluton. Maintenant, dans une troisième partie, nous allons nous concentrer, nous allons nous zoomer sur l'action elle-même de Pluton et voir si il est possible de la contrer ou pas. Donc à tout de suite dans la troisième partie. Et bien nous voici maintenant dans la troisième partie de cette vidéo, toujours consacrée à Pluton, mais plus particulièrement maintenant à son action. Mais je vois des petits sourires en coin. Alors, c'est par rapport au dessin, c'est ça? J'essaierai quand même de vous expliciter, grâce à ces représentations, à ces schémas, comment l'action plutonienne se déroule. Alors, comment elle se déroule, cette action plutonienne? Elle avance masquée, nous l'avons vu précédemment, et donc on ne la voit pas venir. Vous vous souvenez de l'exemple que j'ai pris avec la prise de pouvoir
du nazisme, de Adolf Hitler, voilà, en 1930, au moment où on a découvert Pluton. Donc on ne la voit pas venir. Et c'est important d'insister là-dessus, parce que lorsque je dis cela, on se dit, bon, bah, il suffit d'être vigilant, et puis voilà, quoi. Non, il ne suffit pas d'être vigilant. On ne la voit, l'action plutonienne, jamais venir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être vigilant, il faut être super vigilant. Il faut être vigilant sur la vigilance. Et peut-être, en étant dans cet état d'esprit, peut-être qu'on verra des signes extérieurs qui indiqueront que Pluton est présent. Si vous voulez, c'est comme, imaginez vraiment, quelqu'un qui a une cape d'invisibilité. On ne voit rien. Bon, par contre, on va voir des objets bouger. Parce qu'il va les prendre, il va s'en saisir. Nous, on ne voit pas la personne, on ne voit pas ce qui est en train de se passer, mais on voit des signes périphériques qui convergent vers une même direction. Vous voyez ? Et c'est ça, c'est seulement comme ça que l'on peut identifier l'action de Pluton. Vous voyez ? Et pour voir ça, il faut être super vigilant. Pas juste vigilant, super vigilant, qui est extrêmement difficile. Et ça, c'est aussi bien à l'échelle, on va dire, d'une relation avec un plutonien, c'est-à-dire quelqu'un qui va manipuler, on ne le voit pas venir. Il faut être super vigilant. Mais aussi à l'échelle d'un pays, c'est-à-dire qu'on ne voit pas venir une prise de pouvoir, un accaparement du pouvoir. Seuls des signes extérieurs qui, lorsqu'on est extrêmement vigilant, attentif, eh bien, montrent une convergence. Et on se dit là, derrière ça, derrière ce vide, il y a Pluton. Donc elle avance masquée. Bon, il y a une différence entre les deux maîtres du Scorpion que sont Pluton et Mars. Vous savez que Mars et Pluton, ce sont les deux maîtres du Scorpion, j'en ai parlé précédemment, mais Mars, c'est surtout le maître du Bélier, alors que Pluton, c'est plutôt le maître, c'est vraiment le maître du Scorpion. Donc quelle est la différence entre ces deux actions ? Ce sont deux actions prédatrices, quelque part, hein, mais leur mode est différent. L'action de Mars, alors je vais ouvrir le chapitre de mes représentations 3D. Donc vous avez ici un profil de terrain et vous avez ici une tour, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué. Et donc ça c'est une tour, et d'ailleurs je vais appeler cette tour République, au hasard. Ah, tour de la République. Alors vous voyez que c'est une tour très vigilante. Et vous voyez que les canons sont vraiment orientés vers là d'où viendrait la menace. Donc c'est un canon. Ça, un canon. Bon, donc c'est orienté vers la menace. Et vous avez des assaillants, hein, des personnes qui vont vouloir prendre d'assaut la tour. Que sont ces personnes ? Ce sont des soldats, des combattants qui combattent en terrain ouvert. Donc eux, ce sont des martiens. Voilà, ça ce sont des martiens. Et ce sont des soldats, des combattants en terrain ouvert. Eux, ils vont vouloir prendre la tour au travers d'un combat, je dirais, à la loyale. Hein. Le plus fort va l'emporter. Ça, c'est ça. Et donc, toute notre tour républicaine, elle est orienter les défenses, les garde-fous qui ont été mis en place pendant des années, des décennies, peut-être même des siècles en fait, sur cette République, ils sont tous orientés vers une direction, c'est-à-dire la direction de la menace. Et on s'attend à avoir un combat loyal en terrain ouvert. Alors ça, c'est l'action de Mars, hein, le combattant. Mais l'action plutonienne, elle est différente. Elle ne va pas attaquer la tour de front. C'est pas sa nature. C'est pas comme ça qu'elle procède. C'est jamais comme ça qu'elle procède. L'action de Pluton, qu'est-ce qu'il va faire, le plutonien ? Il va contourner l'obstacle pour venir prendre la tour à revers. Il va creuser un tunnel pour prendre la tour par en dessous, pour saper ses fondations, pour rentrer à l'intérieur en utilisant la profondeur et pour rentrer ensuite au cœur des choses, dans le noyau de la tour. Et il va faire cela, soit le contournement, soit le sape par des souterrains, en passant par les profondeurs, de préférence la nuit. Voilà. Et là, vous avez l'action plutonienne. La tour, elle a ses canons braqués dans une direction. Elle s'attend à la menace. Elle est très attentive. Et elle ne voit rien venir. Elle ne voit rien venir.
D'accord ? Puisque tous ces projecteurs sont orientés là-bas, alors que Pluton va passer par en dessous ou par derrière, et il va passer par la nuit, dans la nuit. Donc la tour ne va rien voir. Et donc ça favorise quoi ? Ben là, il faut 1000 personnes pour prendre la tour. Il faut un parti politique. Ici, pas forcément. Une seule personne peut envahir la tour de l'intérieur, un commando, hein, c'est typiquement plutonien, peut prendre d'assaut la tour. Il n'y a aucune défense, pas fait pour. Ouais. Donc, la tour se dit, mais moi je suis pourtant hyper vigilante. Monsieur Bartomeuf, je suis hyper vigilante. Et je ne vois rien. C'est toujours la République. Regardez. 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 Ah. Et même le drapeau. C'est un drapeau. Il n'y a pas de problème. Et non. Pluton a pourri la tour de l'intérieur. Il l'a envahie avec un nombre très limité de personnes qui ont formé un commando, qui ont pris la tour. Vous voyez ? Donc c'est comme ça que ça se passe, l'action plutonienne. Vous comprenez maintenant pourquoi il ne suffit pas d'être vigilant une fois. Il faut être super vigilant sur la vigilance, en permanence. Et penser que Pluton agit autrement. Alors, dans cette action, que va faire Pluton ? Il va jouer finement. Il va dire à la tour de la République, mais vous êtes libre. Regardez, je vous laisse tous vos atours, vous savez, les atours, je vous laisse tous vos symboles républicains. Je vous laisse votre drapeau. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme symbole ? Vous êtes libre de manifester, regardez, vous êtes libre de manifester. Vous avez toujours accès aux réseaux sociaux. Il y a toujours l'Assemblée, il y a toujours des votes. Ouais. Oui, mais en fait, non. Parce que tout ça a été corrompu, vous savez, corrompu, pourri, par l'action plutocratique et en profondeur de Pluton. Vous voyez ? Donc on laisse les attributs de la liberté, les symboles, comme ça les personnes sont contentes, mais en fait derrière la tour est soit prise déjà, soit elle est en passe d'être prise. Et une fois donc l'action de Pluton, pendant ce temps, pendant qu'il laisse les atours, les symboles à la République, il renforce son action, il renforce sa mainmise sur la tour. Et à un moment donné, il a la main mise complètement sur la tour. Là, il se sent en position de force. Et là, à ce moment-là, eh bien, les masques tombent, le masque plutonien tombe, et Pluton dévoile son vrai visage. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui se passe ? On l'a vu dans les mots-clés. À ce moment-là, punition. À ce moment-là, privation. À ce moment-là, surtout, purification. Parce que trop de pollution. Et on va remettre les choses dans l'ordre. Voilà. À partir de maintenant, c'est comme ça. Et la tour, on peut lui laisser son drapeau. C'est presque une jouissance pour Pluton. Vous savez, c'est la planète de la sexualité. C'est presque une jouissance de laisser ce drapeau fantoche sur les ruines de la République. On lui laisse son drapeau, il ne vaut plus rien. Parce que le pouvoir est pris. Et alors ça, c'est ce que j'ai appelé l'effet grenouille. Pourquoi l'effet grenouille ? J'ai essayé de dessiner une grenouille, mais j'ai effacé. Et du coup, l'effet grenouille, c'est quoi ? C'est, vous prenez une grenouille, vous la prenez pas, mais vous imaginez que vous la prenez. Et vous imaginez que vous la jetez dans un bac d'eau chaude, bouillante. Qu'est-ce que va faire la grenouille ? Pouf, elle va sauter parce que c'est trop chaud, je vais me brûler. C'est normal. Par contre, vous prenez la même grenouille, vous la mettez dans une casserole d'eau froide. Et vous mettez cette casserole sur le feu. Vous imaginez que vous faites ça, bien sûr, vous ne le faites pas. S'il y a des enfants qui me regardent, ne le faites pas. Et du coup, vous faites chauffer cette casserole d'eau froide avec la grenouille à l'intérieur. Vous la portez jusqu'à ébullition, la grenouille ne sortira pas. Pourquoi ? Parce qu'elle ne va rien sentir. Le gradient, l'augmentation de la température va être tellement progressif que la grenouille ne va rien sentir et elle va cuire. Et vous aurez une grenouille bouillie à la fin. Vous voyez la différence ? Et en fait, c'est exactement ça, l'action. Alors, la proie, c'est la grenouille. Hein. Pluton, c'est la casserole. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on sent rien. On sent rien parce que c'est progressif. Jusqu'à ce qu'on soit bouilli. Et là, on dit, mais je suis mort, en fait. Bah oui. Vous voyez ? C'est l'effet grenouille. Vous retiendrez l'effet grenouille ? On en reparlera à la fin.
Alors on se croit libre, c'est ça, hein. Alors une autre vision, c'est on se croit libre, bien sûr, mais en fait on l'est de moins en moins. En fait on l'est plus. En fait on l'est plus depuis longtemps. Mais on a encore notre drapeau liberté. Vous voyez? Et donc il reste dans la tour de la République, il reste des symboles. Comme vous savez, ces tapisseries au Moyen-Âge. Ou comme dans les westerns. Vous savez, les villes des westerns, il n'y a que des façades en bois. Et puis en fait, derrière, il n'y a rien. On a l'impression que c'est des grandes maisons, puis derrière, il n'y a rien, c'est que des façades, c'est des décors de cinéma. Il nous reste des décors de cinéma, avec écrit « Liberté » au fronton de nos édifices. Vous imaginez cette ville-là? C'est que des façades. Il n'y a plus que des façades. Et quand on ouvre une porte, qu'on regarde derrière, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a plus rien. Tout a été grignoté par Pluton. Et ça, c'est plus l'effet grenouille, c'est l'effet termite de Pluton. Mais ce que je vous dis là, c'est pas pour faire rire. Hein. L'effet termite de Pluton, c'est très... voilà, ça c'est ABC de l'astrologie. Catherine Aubier, par exemple, elle parle de l'effet termite de Pluton. C'est ça. L'effet termite de Pluton, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez une poutre, et en apparence, la poutre, elle est toujours solide. C'est la même poutre, hein, ça fait 40 ans qu'elle est là, c'est la poutre. Mais en fait, il y a des termites à l'intérieur, et qui la rongent de l'intérieur. Et extérieurement, on dit, bah, elle est là, la poutre, elle est bien, elle tient toujours le toit, tout. Et alors, les termites vont ronger cette poutre de l'intérieur sur plusieurs années, jusqu'à un moment clé, un moment de bascule, où la poutre est rongée, suffisamment rongée, et là, elle cède d'un coup, poum, et tout s'effondre. Le plafond, et hein, le ciel nous tombe sur la tête. D'un seul coup, le ciel nous tombe sur la tête. La poutre s'est effondrée. Et on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, une poutre aussi large, comment ça se fait, une république aussi forte, comment ça se fait, une des plus vieilles républiques du monde, comment ça se fait qu'elle s'est effondrée? On ne croit pas. Et alors on regarde la poutre, et on s'aperçoit qu'en fait, la poutre est complètement rongée de l'intérieur depuis déjà longtemps. En fait, c'est déjà plus une poutre depuis déjà longtemps. Elle est complètement mangée, complètement grignotée. Ça, c'est l'effet Pluton. C'est l'effet termite de Pluton. Termite. Grenouille, chien, grenouille, termite, décidément, un vrai bestiaire. C'est un vrai zodiaque, en fait. Hein. Donc ça, c'est l'effet termite. Alors, comment est-ce qu'on peut se prémunir de l'action plutonienne? Eh bien, ça passe par l'éclairage. C'est-à-dire que, en fait, Pluton prolifère dans l'ombre, dans l'obscurité. Si on braque sur lui des projecteurs, bah, il ne sait plus faire, parce qu'il redevient le combattant en terrain ouvert, mais ça, c'est pas son truc, il n'est pas à l'aise là. Donc si on braque des projecteurs sur Pluton, on coupe, on bloque, on freine son action. Comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait qu'il faut éclairer tout ce qui se passe. Il ne faut pas laisser de zone d'ombre. Il faut éclairer, enquêter, porter à la lumière tout un tas de choses, montrer ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire les signes qui se trouvent à la circonférence de Pluton, puisque Pluton, on ne le verra jamais, mais on voit les signes autour. Voilà tout ce qui se met en place, et on les additionne, et on voit le mouvement général. Ça, c'est éclairé. Alors, qu'est-ce qui, dans la tour de la République, est normalement destiné à jouer ce rôle d'éclairage? Ce sont les médias, hein, les journalistes. Mais vous voyez, même quand je prononce ce mot aujourd'hui, eh bien, je sens que ça sonne faux. Vous voyez, journaliste, vous savez, journaliste. Mais posez-vous la question, journaliste, voilà, c'est pas présentateur. Non, ah oui, d'accord, parce que on les appelle des journalistes, là, les présentateurs, mais les vrais journalistes, vous savez, le journalisme à l'ancienne. Ceux qui ont investigué sur le Watergate, ils ont été grignotés. Donc ceux qui jouaient le rôle d'éclaireurs, ceux qui pouvaient empêcher l'action plutonienne de se dérouler, ils sont déjà corrompus, pervertis, parce qu'ils ont été grignotés par Pluton. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Hein, ils s'en rendent pas compte. Si vous êtes un jeune journaliste et que vous rentrez dans un grand journal ou dans un grand média aujourd'hui, vous allez vous dire, bah, c'est normal, c'est comme ça, mais c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça en vrai, non, c'est plus normal. C'était avant que c'était normal. Là, c'est plus normal. Mais tout va bien, hein, chacun pense à soi. Bon. Donc, ce garde-fou n'y est plus. Il a déjà été pris
par l'action plutonienne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas 36 000 choses, ça veut dire que c'est déjà bien avancé comme combat. Hein. Il faut revenir, puisque l'éclairage collectif ne fonctionne plus, il faut impérativement, chacun individuellement, mais c'est un travail, il faut revenir à un éclairage individuel. Vous n'avez pas le choix, on n'a pas le choix. Il faut revenir à un éclairage individuel. C'est-à-dire ne plus attendre que le serveur vous apporte l'information. Il faut aller la chercher, l'information. Il faut la chercher par vous-même, l'information. Parce que vous ne la trouverez pas, elle ne sera pas servie sur un plateau. C'est-à-dire qu'il faut penser à s'éclairer soi-même. Vous voyez symboliquement ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a trop compté sur un éclairage collectif qui jouait son rôle avant, mais avec l'action plutonienne, on ne peut plus compter sur cet éclairage collectif. Il ne fonctionne plus. Il n'éclaire plus les bonnes zones. Donc il faut absolument revenir à un éclairage individuel. C'est-à-dire, je pense par moi-même. Je dois réapprendre à penser par moi-même. Je dois réapprendre à douter. À douter. C'est ça en fait la clé. Douter et rechercher l'information. Voilà. Ça c'est l'éclairage individuel. Hein. Donc ça c'est important. J'y reviendrai un peu après. Autre chose qui fait partie de l'action de Pluton, étrangement, il y a une fascination chez Pluton pour tout ce qui relève du nucléaire et de l'ADN. Alors ça c'est très marqué, c'est-à-dire que le plutonium, c'est la base, c'est le carburant nucléaire et c'est pas pour rien. D'ailleurs, c'était aussi le moment de la découverte de Pluton, les recherches sur la radioactivité, etc. Hein, donc ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais déjà dans l'ADN de Pluton, on retrouve cette notion de nucléaire. Nucléaire parce qu'on touche à l'essence des choses, au cœur de la matière, et au pouvoir qui se trouve dans le cœur de la matière. C'est ça le nucléaire. C'est s'approprier le pouvoir qui se trouve dans le nucléus, dans le cœur de la matière. Et puis il y a aussi une fascination pour l'ADN. L'ADN aussi qui est source de pouvoir. Alors derrière l'ADN, on va trouver tout ce qui est modification d'ADN par mille et une voies. Si c'était des voies martiennes, admettons, ce serait des voies coercitives, des voies de l'armée qui impose les modifications d'ADN. Bon, mais avec Pluton, on est sur des voies détournées. C'est-à-dire qu'on va toujours, pareil, laisser l'apparence du choix, mais en fait, on va modifier l'ADN durablement. Pareil, derrière l'ADN, on a toute la notion de transhumanisme. Modifier l'ADN, c'est augmenter l'humain. Mais augmenter l'humain, ça veut dire que dans une plutocratie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des personnes qui seront riches, ou qui seront en lien avec des personnes riches, ou qui auront fait allégeance au pouvoir de l'argent, auront des modifications d'ADN positives, supérieures aux autres. Et donc on va avoir un système, et c'est ce que veut Pluton d'ailleurs, un système de classe, mais qui ne dit pas son nom, qui avance toujours masqué, qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire des classes modifiées positivement, qui peuvent se guérir, qui peuvent se réparer, qui peuvent être augmentées, et puis des classes inférieures qui, elles, auront des affaiblissements de leur ADN, ou qui ne bénéficieront pas de ça. Donc on a un système de classe, vous voyez, avec ça. Et à nouveau, un système prédation-proie également, parce que bien sûr, lorsque l'on crée deux classes, forcément, une va prendre le dessus sur l'autre, une va manger l'autre. C'est toujours la même chose. Et puis l'ADN, c'est définitif. Une fois qu'on a modifié l'ADN, c'est pas juste j'ai fait ça, mais après je vais m'en débarrasser. Non, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Une fois que c'est modifié, c'est définitivement modifié. Et c'est pas modifié que pour vous, c'est modifié pour l'ensemble des générations suivantes. Le fils de votre fils, de votre fils, de votre fils sera atteint par ça. Il y a un côté, vous voyez, dans Pluton, il y a un côté, au travers du nucléaire et de l'ADN, un côté apprenti sorcier.
hein. C'est-à-dire, je suis... D'ailleurs, Pluton, c'est le rebelle, c'est l'ange rebelle, c'est Lucifer, hein, qui s'est révolté contre la loi divine, contre Dieu, et qui donc se sent supérieur à Dieu. Et donc, c'est pour cela qu'il y a une fascination pour le pouvoir du nucléaire et le pouvoir de l'ADN. Et tiens, d'ailleurs, j'ai une citation que je voulais vous lire, une citation de Alex Bernardini. C'est une personne que j'aime, enfin, que j'apprécie beaucoup. Il a fait un site très instructif qui s'appelle Simplex Paléo. Je vous invite à aller le voir. D'ailleurs, il y a beaucoup de ressources sur l'histoire, sur la mythologie. Alors moi, je m'en sers principalement pour ça, mais il y a beaucoup de choses pour la mythologie, mais beaucoup de choses en rapport avec l'histoire, la paléontologie, etc. Et donc, sur son site, on trouve donc une citation sur Hadès, hein, Hadès Pluton. Alors écoutez bien. C'est un maître impitoyable qui ne permet à aucun de ses sujets de revenir parmi les vivants. Et oui, parce qu'il gère les enfers, donc le royaume des morts. Donc, il ne permet à aucun de ses sujets de revenir parmi les vivants. Il est assisté par des démons et des génies multiples passés sous ses ordres, etc., etc. Tel Charon, le passeur, vous savez, le passeur qui fait passer le fleuve Styx pour atteindre la rive des morts, etc. Et aussi, comme le fait de manger une nourriture, d'ingérer, hein, de faire rentrer dans son corps une nourriture des morts, interdit ensuite de retourner dans le monde des vivants. Cela aussi fait partie de la mythologie d'Hadès. Bref, il y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, j'espère que cette partie vous aura intéressé. Dernière partie à suivre, nous allons voir la mort de Pluton. Allez, à tout de suite. Eh bien, nous voici à présent dans la dernière partie de cette vidéo, toujours consacrée à Pluton et maintenant plus spécifiquement à la mort de Pluton. Avant de vous parler de la mort de Pluton, il faut que je vous dise certaines choses parce que je me connais, à la fin de cette vidéo, je vais complètement oublier. Donc, je suis astrologue professionnel. J'ai développé une formation en ligne que vous pouvez suivre de n'importe où dans le monde et à votre rythme. Cette formation, elle est disponible sur mon site internet qui s'appelle monsigneastrologique.fr. Il vous suffit d'avoir une connaissance de base, je dirais, de l'astrologie, les planètes, un peu connaître les aspects, les signes, avoir lu un peu. Et à partir de là, vous pouvez suivre cette formation et j'aurai beaucoup de plaisir à vous accueillir parmi mes étudiants en ligne. Il y a des modules méthodes, elle est à maturité cette formation. Il y a des modules méthodes, des modules d'entraînement, il y a des travaux pratiques, il y a des packs vidéo, il y a beaucoup de choses que vous pouvez découvrir et qui vont vous faciliter en fait votre apprentissage de l'astrologie, que ce soit simplement par intérêt personnel, juste pour connaître cette science parce que vous sentez des affinités avec elle, ou bien pour développer une pratique semi-professionnelle, voire professionnelle, tout à fait possible. J'ai également développé des jeux de cartes. Je vous ai parlé tout à l'heure du solfège astrologique. Voilà, donc les 120 positions planétaires. Je voulais vous parler aussi et vous montrer donc les dominos astrologiques. Ça, c'est un jeu de cartes aussi qui permet de faire des parties, donc c'est à la fois ludique et en même temps des entraînements pour apprendre justement les maîtrises planétaires. Donc si je vous dis par exemple, par rapport à Pluton, dans quel signe est-ce que Pluton se trouve en chute? Quel est le signe de chute de Pluton? Vous avez 5 secondes. Et si vous ne trouvez pas la réponse, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas suffisamment les maîtrises planétaires. Eh bien, ce petit jeu, il va vous permettre, il va déjà vous mettre les neurones en ébullition, 3 niveaux de difficulté, et il va vous permettre en un rien de temps, sans même vous en apercevoir, eh bien, de maîtriser les maîtrises planétaires. Hein. Donc ça, c'est très important en astrologie, les maîtrises planétaires, super important. Pluton, planète du Scorpion, Pluton est en exaltation dans le signe du Bélier, il est donc en chute dans le signe de la Balance, et donc ça induit beaucoup de choses ensuite sur l'interprétation. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais également, par avance, parce que vous allez voir, cette vidéo va se terminer d'une manière étrange, donc restez bien présents. Merci également donc pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Je réponds au maximum quand je peux. C'est pas toujours possible, mais merci beaucoup pour tout cela, pour le soutien également à ma chaîne, pour vos dons qui sont bienvenus. Et donc, maintenant, nous allons revenir donc à la mort de Pluton. La mort de Pluton,
déjà, Pluton est un dieu. Hein. Donc quand on parle de mort d'un dieu, bah, déjà on se dit, mince, ça ne fonctionne pas terrible. Bon, on ne peut pas forcément tuer Pluton, nous, simples mortels. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est freiner son action. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de l'éclairage. L'éclairage, c'est indispensable, du rôle des médias. Et quand les médias font défaut, il faut retourner à un éclairage individuel. S'éclairer par soi-même, devenir sa propre lumière, très important. Et puis dans l'éclairage aussi, il y a tout ce qui concerne le rire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça c'est un signe qui se trouve en périphérie de l'action plutonienne, la disparition du rire dans nos sociétés, du fait de se moquer. Hein. Se moquer, c'est très important, c'est le carnaval autrefois, vous savez, on se moque déjà. C'est complètement annihilé, il n'y a plus ça. Vous l'avez remarqué, fait combien de temps à peu près? Combien de temps? Posez-vous la question. Depuis quand le rire franc et le rire critique, un peu moqueur, depuis combien de temps le rire a disparu de nos sociétés et quelque part aussi de nos vies? Où sont les humoristes? Je parlais des médias, des journalistes, il n'y en a plus aujourd'hui, ou très peu, les vrais. Où sont les humoristes, les personnes qui vont se moquer du pouvoir plutonien en place? Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et ça, ce sont des signes avant-coureurs. Vous savez que c'est comme dans les sous-marins, hein, on amenait des petits animaux, des petits oiseaux ou des petits lapins pour justement voir s'il n'y avait pas un gaz qui se répandait dans le sous-marin. Et si le lapin ou le petit oiseau mourait, là c'était un signe que là ça n'allait plus. Là, voilà, quand les humoristes ne sont plus là, ont disparu, sont morts, n'existent plus, eh bien c'est un signe qui doit nous alerter. Il n'y a plus ce contre-pouvoir du rire qui lui-même provient de l'éclairage. C'est parce qu'il y a l'éclairage qu'il peut y avoir le rire. S'il n'y a pas d'éclairage, il n'y a plus de rire. Et donc, c'est le champ ouvert à Pluton. Deuxièmement, le retour de bâton. Alors ça, c'est très important, parce que le retour de bâton, c'est par cela que Pluton va être, non pas mourir, mais être annihilé. En fait, lorsque l'on manipule des forces qui nous dépassent, donc toujours en écho à l'apprenti sorcier dont j'ai parlé tout à l'heure, quand on manipule ce type de force, par exemple l'ADN, par exemple le nucléaire, mais par exemple la manipulation des énergies psychologiques, des peurs, quand on manipule, eh bien derrière cela, tôt ou tard, il faut être convaincu de cela. La personne qui a manipulé vivra un retour de bâton. Et un retour de bâton à la hauteur, c'est-à-dire qui sera aussi violent que aura été sa manipulation sur autrui. Donc, ce que l'on peut faire, nous, c'est freiner l'action plutonienne, mais le sort de Pluton, c'est-à-dire la punition, toujours pareil, qu'il recevra, elle ne nous appartient pas. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui devons et qui serons en mesure d'appliquer cette punition. C'est le ciel lui-même. Et en fait, c'est Pluton lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y a dans Pluton, l'ADN du scorpion. Et vous savez, le scorpion, c'est le seul animal du règne animal qui est capable de se piquer lui-même. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est aussi en analogie avec ce que nous avons vu précédemment au sujet du pourrissement. C'est-à-dire que quand on manipule des forces obscures, des choses qui nous dépassent, eh bien, on crée une forme de pourrissement en soi. On s'abîme de l'intérieur, on abîme son âme. Et tôt ou tard, ça c'est le portrait de Dorian Gray, extérieurement, on est toujours jeune, on présente bien, vous voyez, mais à l'intérieur, il y a un pourrissement. Et ce pourrissement envahit. C'est ce que l'on retrouve dans tous les contes. Vous savez, la sorcière qui reste jeune extérieurement, mais qui, à l'intérieur, est en pourrissement. Et à un moment, poum, le masque tombe. Et c'est le retour de bâton. C'est le retour de bâton. Souvent, le retour de bâton se fait lorsque on retrouve des transits plutoniens dans le thème de la personne. Par exemple, un passage de Pluton sur l'ascendant. Voilà. Donc ça, par exemple, souvent, c'est un retour de bâton. J'ai manipulé excessivement des forces qui me dépassaient. Je me suis accaparé un pouvoir pour moi et je subis un retour de bâton. Qui peut toucher la santé, qui peut toucher un scandale, une chute, enfin une dépossession.
Vous voyez, c'est le ciel qui se charge alors de purifier. C'est toujours l'action de Pluton. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est toujours l'action de Pluton. Mais elle se purifie elle-même, en fait. Donc ça, par rapport à ça, il faut développer une forme de foi, une forme de spiritualité et surtout de confiance dans ce retour de bâton. La punition ne nous appartient pas. Je remets l'âme de ces personnes dans les mains du ciel. Et le ciel va se charger de purifier cela au bon moment. Donc ça, il faut bien avoir conscience de cela. Et voilà. Et donc, je suis arrivé au bout, en fait, de cette étude plutonienne. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Quand j'ai terminé, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Est-ce que je ne suis pas passé à côté de quelque chose? Pluton avance tellement masqué que, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre que je pourrais vous dire, un outil que je pourrais vous donner, quelque chose que j'aurais pu voir à la périphérie de l'action plutonienne et qui pourrait vous être utile, quelque chose que je pourrais vous véhiculer? Et j'ai beaucoup cherché. Et je n'ai pas trouvé tout de suite. Et puis, je suis allé marcher dans la campagne le matin. Et voilà ce que j'ai trouvé. Alors, pris dans cette réflexion, et pour réaliser cette vidéo, un matin, je suis allé marcher dans la nature. Le soleil venait de se lever, l'herbe était constellée par la rosée du matin. Et en m'approchant doucement, j'ai vu la petite goutte d'eau absolument parfaite dans sa clarté, posée exactement là où il le fallait, comme dans un tableau. J'ai vu aussi l'épi, qui célébrait l'arrivée du soleil, lui aussi absolument parfait dans ses proportions. Et puis j'ai vu le chien qui venait à moi, simplement par instinct, pour jouer. J'ai vu, ou plutôt je n'ai pas vu, la grenouille, car on ne la voit jamais tout de suite, je le sais maintenant, mais je l'ai entendue. Et ainsi par le matin, par l'herbe, par le chien et par la grenouille, par cet hymne à la lumière et à cette nature déjà parfaite, par contraste avec l'obscurité, avec la recherche du pouvoir, avec tout ce qui est artificiel et que l'on cherche à nous imposer, par tout cela, j'ai compris Pluton.